simplement l'évoquer, et ça nous permettra de revenir sur Signy. C'est l'histoire d'un inspecteur qui va être enlevé dans une zone de conflit, qui va devoir apprendre à vivre avec les populations locales. On sent qu'il y a quelque chose de très actuel, parfois aussi un petit peu dans Signy. Est-ce que tu as envie aussi que ta science-fiction parle du présent? J'ai toujours envie qu'elle parle du présent. Alors là, il se trouve que c'était un peu plus politique, enfin ethnopolitique, parce qu'à l'époque, c'était durant la seconde invasion de l'Irak, ou la troisième, par les troupes américaines. Et puis il y avait cet inspecteur de l'ONU, Hans Blix, qui avait eu, vous savez très bien, tous ces déboires avec les armes de destruction massive. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Hans, aussi le personnage, et puis qui travaille alors que c'est l'Organisation des Mondes Unis, c'est plus les Nations Unies, et puis on a des sables, mais c'est pas des Irakiens, et puis on a une fédération, donc il y a vraiment ça c'est peut-être un peu facile ce transfert, mais j'avais vraiment envie de métaphoriser ce problème-là dans le domaine de la science-fiction, et de voir finalement comment peut s'opérer la rencontre, comment serait finalement pas la bonne manière d'opérer, mais une manière de comprendre l'autre. Et pour comprendre l'autre, il n'y a pas 36 000 manières, il faut vivre avec lui. Donc il se fait enlever, et on l'oblige à vivre suivant les us et coutumes du peuple Argaï, en l'occurrence. C'est pareil pour Signy, tu as pris des éléments d'actualité qui t'ont interpellé? Pas du tout. Alors là, je voulais justement pas du tout avoir des éléments d'actualité politique, mais l'actualité intérieure de chacun. Je me souviens, j'avais un prof de latin à l'époque qui me disait voilà, que la nature humaine n'avait pas beaucoup changé depuis l'époque d'Antiquité jusqu'à nos jours. On met des couches culturelles, on change, c'est vrai, même nos rapports aux émotions évoluent, et c'est toujours très culturel. Mais on reste des êtres humains, et je suis pas sûr que la rage que je puisse ressentir aujourd'hui, ou que la rage que ressent un Romain il y a 2000 ans, soit si différente. Pareil pour l'amour, pareil pour le mépris, pareil pour toutes les émotions, tout le spectre des émotions humaines. Après, on vectorise ça différemment avec la culture, on systémise. Mais moi, ce que j'appelle la nature humaine, cette espèce d'invariant qui fait qu'on a deux yeux, un nez, une bouche, un fonctionnement émotionnel, des envies, des désirs, des rêves, le ressenti, il ne va pas changer, quoi. Ni d'une personne à l'autre, ni dans le temps, globalement. Et j'avais envie de toucher cette forme-là d'actualité. Petite question, tu as commencé à y répondre tout à l'heure sur l'après-écriture. Alors d'abord, qu'est-ce que ça fait d'avoir son roman pour la première fois dans les mains? Il y a eu différentes étapes, parce qu'il y a le roman, il y a le bon à tirer qu'on reçoit, qui fait bizarre quand même, avec la mise en page de l'éditeur. Quelle étape avant de voir le livre fini? Je connaissais très bien la couve, puisque j'étais associé au processus de couve aussi, avec Yoz. C'est moi qui ai proposé cet illustrateur à l'éditeur, et puis on a fait tout un ping-pong pour l'élaborer. Là, on fait une espèce de direction artistique sur le projet de couve. Donc j'avais tous les éléments en main, et puis après à la fin on reçoit le bouquin par la poste, et puis c'est traumatisant dans le bon sens. Et surtout l'après, parce qu'il y a eu pas mal d'interviews, de critiques, puis aujourd'hui des rencontres, de prix, etc. Tu disais que c'était de l'énergie positive. Comment toi tu l'as ressenti? D'un seul coup, le roman que tu as apporté devient public? Ouais, c'est vraiment bizarre. Je pense que je manque de recul pour l'instant, c'est beaucoup trop vite et en même temps, donc je vais prendre le temps de digérer ça à Noël et puis à Nouvel An. Et puis on verra l'année prochaine, mais je peux déjà dire maintenant que c'est vraiment une énergie positive, enfin, peut-être pas après les soirées de fête qu'on a fait ce soir, mais ça se voit peut-être pas forcément, mais ces marques de reconnaissance qu'on montre qu'on croit en son travail, ça donne une très grande confiance. On se dit, bon voilà, je peux tracer ma route, je peux faire quelque chose de très personnel, ça peut être aimé, on peut être aimé pour ce qu'on est et ce qu'on fait. Et donc ça pousse à avoir envie d'essayer plein de trucs, peut-être des trucs cons aussi, peut-être d'essayer d'aller là où on ne nous attend pas forcément, ou là où je ne m'attends pas moi-même. Et alors justement, parle-nous de ce projet que tu es en train d'écrire, de ce deuxième roman. Ouais, je remarque que je commence à en parler parce qu'on me pose la question, donc il y a eu des choses qui ont été mises par écrit, puis j'en parle un petit peu, j'aurais peut-être rien dû dire parce que je sais même pas s'il va être publié, quoi. Je veux dire, je veux pas non plus susciter une attente qui servirait à rien, ça serait un peu dommage.
Mais bon, ben, c'est trop tard, donc je vais en parler, mais il faut bien garder à l'esprit que ça restera dans un fond de tiroir et puis que peut-être il y aura d'autres projets. Donc celui-ci, ce qui m'amusait de faire, parce que c'était à l'époque où je ne savais pas si Signis serait publié, je l'envoyais à l'éditeur. Bon, puis maintenant je fais quoi? J'ai fini ce premier projet, voilà. Bon, ben, je vais me mettre devant mon ordinateur. Puis il y a un truc complètement con qui commence à venir, puis je fais lire à Sandrine, puis elle se marre, puis le lendemain je continue, je fais pareil, puis 2 semaines plus tard j'étais encore en train chaque soir d'écrire mon truc, puis ça prenait de l'ampleur, et je voulais vraiment explorer le contraire de Signis, c'est-à-dire une écriture qui soit pas stylisée, mais qui soit efficace, qui sert l'histoire, qui s'efface, un style qui s'efface pour laisser l'histoire être là, et les personnages être là. Des personnages qui soient des gueules, une galerie de portraits qui m'amusent. Et puis l'histoire, il n'y avait aucun scénario, mais elle s'élabore, elle s'est élaborée, puis il y a un propos très cohérent qui est venu. Donc il y a vraiment une espèce de part d'expérience littéraire pour moi, d'écriture automatique qui s'est transformée en propos cohérents, et pour l'instant je trouve que ça fonctionne. Il faut juste que je trouve une fin. Mais ça marche. Et là... bon, j'arrive gentiment. Je dis juste au revoir aux Suisses qui s'en vont, qui vont prendre l'avion. Salut. Au revoir les Suisses. Ciao. Et donc, ce qui m'a guidé tout au long de l'écriture, et puis ce que j'espère que je vais garder comme fil conducteur jusqu'à la fin de ce bouquin-là, c'est Anthony Valla, justement, vient me dire bonjour, qui est le partenaire de Dimension Suisse. Bonjour voilà. Anthony. Voilà. Bonjour. J'ai été très heureux de travailler avec Vincent sur ce projet qui a là aussi fait montre de son talent. Voilà. Merci. Bon vol. Bon retour. Oui, et donc tu nous parlais du nouveau projet et tu nous as pas encore dit de quoi ça parlait. Ouais, je vous prépare psychologiquement parce que ou je me prépare psychologiquement. De quoi ça parle? Les thématiques qui sont venues, c'est des thématiques liées à la mémoire, liées à l'identité, à la transformation du corps, toujours. Mais ce qui va pas plaire, probablement, et puis moi qui m'amuse énormément, c'est de jouer sur les systèmes de référence. Et donc, il y a beaucoup de personnages qui sont des sosies de personnages qu'on trouve aujourd'hui. Mais c'est pas du tout pensé, et c'est complètement gratuit. C'est pour ça qu'il y a Lambert Wilson qui fait partie des assassins philosophes, qui oublie ses contrats dès qu'il a tué la personne, et donc pour préserver une partie de sa mémoire, il y a une partie de son esprit à créer Matsuo Basho, qui est le créateur des haïkus, qui s'exprime en haïku, mais qui lui donne jamais vraiment des infos sur ce qui se passe. Il y a Paulo Coelho qui est trafiquant d'organes, il y a un Jésus de Nazareth, il y a un ancien vétérinaire, et puis son traducteur de l'araméen vers les autres langues, c'est Gary Coleman, de Arnold et Willy. Et c'est n'importe quoi. Mais je m'éclate. Et puis il y a des concerts aussi. Il y a des gens qui boivent des coups. Il y a des gangs qui s'affrontent aussi. Il y a des figures légendaires des gangs. Et puis voilà. Puis il y a un personnage comme ça qui n'est pas un sosie, qui traverse cette histoire. Et ça va dans tous les sens, ça flingue tout le temps, c'est une espèce de gros Tarantino sous acide, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que j'ai pu faire avant. Où là l'idée c'était vraiment de partir sur un délire et vraiment un sentiment de jubilation, d'être guidé du début à la fin par un sentiment de jubilation. Et je veux pas écrire une ligne si je me sens pas dans cet état d'excitation. Et tu cries puis non, tu vas pas faire ça, oui. Et puis d'y aller... et puis de se faire plaisir de façon complètement gratuite. Alors je pense qu'un éditeur ça va pas forcément lui plaire parce qu'il n'y a pas un grand projet romanesque, une grande idée, du beau style. Non, j'ai fait ma petite catharsis et puis on verra après. Est-ce que, et il nous reste quelques minutes ensemble, est-ce que quelqu'un aurait une question à lui poser ou peut-être une réflexion?